Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Je pense que nous allons pouvoir commencer. Eh bien, soyez les bienvenus pour cette présentation du compte professionnel de prévention. Je me présente, je suis Bérénice Bourriquin-Forest de la CARSAT Pays de la Loire. Et moi je suis Manuela Savat de la CARSAT Bretagne. Voilà, nous travaillons sur le compte professionnel de prévention depuis 2016. Donc voilà, je vais vous faire une présentation du compte professionnel de prévention depuis sa création. Il faut retenir de ces dates, deux dates essentielles. Le 20 janvier 2014, le Code du travail a introduit des dispositions concernant la pénibilité au travail. Donc les salariés exposés à un facteur de risque engendrent des points sur un compte qu'il peut transformer pour se reconvertir professionnellement, pour travailler à mi-temps rémunéré temps plein, ou pour partir plutôt à la retraite. Voilà le grand principe du compte professionnel de prévention. En 2017, des ordonnances sont venues modifier, voire simplifier ce compte professionnel de prévention. Plusieurs transformations majeures. D'abord le nom. On ne parle plus de pénibilité, mais on parle de compte professionnel de prévention. On supprime 4 facteurs de risque professionnel sur les 10. Ces 4 facteurs sont estimés les plus difficiles à évaluer par les employeurs. Ensuite, on transfère ce dispositif vers la branche AT-MP. Donc voilà pour les transformations majeures. Le C2P en quelques mots. Donc c'est une évaluation qui doit être faite par l'employeur chaque année pour chaque individu. Donc elle est annuelle et individuelle. L'employeur doit ensuite déclarer cette évaluation dans sa DSN. La création de la DSN va abonder un compte, dit le compte pénibilité. Le salarié va engranger des points, comme je vous le disais tout à l'heure, et va pouvoir les utiliser donc pour se former, pour réduire son temps de travail ou pour partir plutôt à la retraite. L'objectif étant de réduire ou cesser son exposition aux facteurs de risque qui engendrent une espérance de vie limitée et qui a des impacts sur la santé au travail. Voilà. Donc quels sont les salariés qui sont concernés par ce dispositif? Donc tout d'abord, les salariés du régime général sont concernés par le dispositif, mais également les salariés du régime agricole. Donc tout type de contrat, donc que ce soit des CDI, des CDD, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, les intérimaires également sont concernés par ce dispositif dès lors que le contrat est supérieur à 1 mois. Donc pour tous les contrats inférieurs à 1 mois, l'employeur n'a pas à évaluer l'exposition des salariés dont les contrats sont inférieurs à 1 mois. C'est vraiment pour tous les contrats supérieurs à 1 mois. Et donc voilà, donc les stagiaires ne sont pas concernés, les salariés détachés en France ne sont pas concernés non plus, la fonction publique n'est pas concernée. C'est vraiment le régime général et le régime agricole, tout type de contrat supérieur à 1 mois. Donc quels sont les facteurs de risque aujourd'hui toujours en vigueur? Donc comme Bérénice vous le disait tout à l'heure, les ordonnances Macron ont supprimé 4 facteurs, il en reste 6 qui sont en vigueur. Donc le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, les activités exercées en milieu hyperbare, le bruit, les températures extrêmes et le travail répétitif. Donc ce sont les 6 facteurs qui sont toujours en vigueur. On va les détailler un petit peu plus tard. Donc les 4 qui ont disparu sont le facteur manutention manuelle de charge, les postures pénibles, les agents chimiques dangereux et les vibrations mécaniques. Pour autant, ces facteurs sont retenus dans un dispositif de retraite anticipée appelé la pénibilité 2010 et donc ils permettent à des salariés de partir dès 60 ans. Donc, comme on vous l'a dit, depuis le 1er janvier 2015, l'employeur a donc un certain nombre d'obligations par rapport à ce dispositif. La première obligation, c'est l'obligation d'évaluer.
Donc le salarié, chaque année, doit, donc, dès lors que le contrat est supérieur à un mois, apprécier l'exposition en moyenne sur l'année dans les conditions habituelles de travail et doit évaluer chaque salarié à chaque facteur selon des seuils que je vais détailler tout de suite. Et donc ça, c'est la première obligation, c'est l'évaluation en fait, qui doit être faite. Donc le premier facteur qui est donc le travail de nuit, qui est un des facteurs les plus simples finalement à évaluer pour un employeur. Donc chaque facteur, il y a deux critères à évaluer, il y a un critère d'intensité et un critère de durée. Donc pour le facteur travail de nuit, le critère d'intensité, c'est de travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures. Donc effectivement, à la différence avec le travail en équipe successive alternante qu'on va voir tout à l'heure, l'employeur doit déjà définir dans quelle situation se trouve son salarié. Il ne peut pas être dans les deux en même temps, c'est pas possible. Donc soit le travail de nuit, soit le travail en équipe successive alternante. Donc le travail de nuit, donc travailler 1 heure entre minuit et 5 heures. Et le critère de durée, du coup, c'est de réaliser 120 nuits par an, donc dans les conditions habituelles de travail. Le second facteur, donc comme je disais, le travail en équipe successive alternante. Donc là, la définition elle est différente, hein, puisque on a la notion d'équipe, on a la notion d'alternance, de succession de plage horaire. Donc effectivement, c'est-à-dire travailler en 2-8, en 3-8, en 4-8, etc. C'est un mode d'organisation qui dépend de l'entreprise. Et donc là, le critère d'intensité, il est le même, hein, c'est de travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures. Et la durée, c'est 50 nuits par an. Donc effectivement, les deux ne peuvent pas se cumuler. Donc le troisième facteur, c'est le travail répétitif. Donc ici, on a une définition très stricte hein, du facteur travail répétitif. On va avoir la notion de mouvement répété, de cadence contrainte. On va avoir la notion de fréquence élevée, de temps de cycle, etc. Donc il y a un certain nombre de critères à prendre en compte au démarrage de l'évaluation sur cette notion-là, et notamment la notion de cadence contrainte. Hein, c'est à mon sens la première évaluation à faire, c'est est-ce que mon salarié est soumis à une cadence contrainte. S'il n'est pas soumis à une cadence contrainte, il sort déjà de ce facteur-là, de cette exposition-là. Et ensuite, non excuse-moi, je ne vais pas détailler les... Alors, le critère d'intensité, on va avoir, pour ce facteur-là, on va avoir 2 critères d'intensité. Soit le salarié va réaliser 15 actions techniques sur un temps de cycle inférieur à 30 secondes, ou soit pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, il va réaliser 30 actions techniques par minute. Donc là, voilà, il faut regarder les actions techniques. Donc c'est tous les mouvements que le salarié va réaliser avec ses membres supérieurs, ses mains notamment. Donc ça va être prendre un objet, le tourner, enfin tous les verbes d'action en fait qu'il réalise avec sa main, c'est une action technique. Donc il faut comptabiliser toutes ces actions techniques. Et le critère de durée, donc c'est 900 heures par an, donc un petit peu plus d'un mi-temps sur l'année. Et là, pour ce facteur-là, il faut prendre en compte l'ensemble des postes occupés par le salarié. Donc s'il fait plusieurs postes où il y a une cadence contrainte, on va regarder sur chaque poste, est-ce que le nombre d'actions techniques qu'il réalise pour chaque poste de travail, lesquelles entrent dans le critère d'intensité. Et à l'inverse, il y en a peut-être sur certains postes, il n'atteint pas le critère d'intensité, donc ils ne seront pas comptabilisés pour voir s'il effectue 900 heures sur l'ensemble de ses postes de travail. Donc voilà pour le travail répétitif. Les activités exercées en milieu hyperbare, donc là je vais passer assez rapidement parce que c'est un facteur qui est peu déclaré, il n'y a pas énormément, donc là on est... c'est un facteur qui est déjà très réglementé en entreprise. Hein. Donc c'est une intensité à 1200 hectopascales, 60 interventions par an. Donc on est sur de l'hyperbarie sèche ou de l'hyperbarie humide. Donc c'est soit les plongeurs ou soit des personnels soignants par exemple qui vont travailler dans des caissons hyperbares, etc. Mais c'est très réglementé. Les salariés remplissent déjà un carnet d'intervention, etc. Où voilà, il est assez aisé de comptabiliser le nombre d'interventions qu'ils réalisent.
Donc voilà, donc c'est un facteur un peu à la marge, il n'y a pas énormément de déclarations de fait sur ce facteur-là. Donc le suivant, donc un facteur plus compliqué, hein, comme le travail répétitif, donc c'est le facteur bruit, où là également il y a deux critères d'intensité. Soit le salarié est soumis à une exposition de 81 décibels, soit il est exposé à une pression acoustique de crête de 135 décibels. Et donc pour le deuxième, 120 fois par an. Pour le premier, 600 heures par an. Donc là, il faut que l'employeur ait réalisé une évaluation du bruit dans son entreprise pour connaître l'intensité, en tout cas l'exposition sonore de ses salariés. Et pour ce facteur-là, on va prendre en compte les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective. Donc voilà, suivant le coefficient d'atténuation, le salarié va sortir de l'exposition s'il est bien équipé, qui porte évidemment ses équipements. Donc les aides pour l'évaluation, alors il y en a, donc c'est l'obligation de l'employeur, il emploie la méthodologie voilà, qu'il souhaite hein, pour évaluer. Il y a des aides pour l'évaluation, donc il y a des accords de branche ou des référentiels professionnels qui ont été mis en place. Je ne vous cache pas qu'il n'y en a pas énormément, donc suivant les branches professionnelles, voilà, vous pouvez les trouver sur le site du ministère du Travail, mais voilà, il y en a une petite vingtaine. En tout cas, ça peut être une aide. Après, il faut affiner avec le cas du salarié, suivant le nombre d'heures qu'il réalise, etc. Mais ça peut être déjà une aide pour les employeurs pour évaluer. Donc on passe à l'exposition des salariés. On va parler de période d'exposition. La période qui est à déclarer est la période du contrat de travail. C'est-à-dire que si le contrat couvre l'année entière, la période d'exposition va être du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Si le contrat est un contrat infra-annuel, c'est-à-dire que s'il ne couvre qu'une partie de l'année civile, il convient de déclarer la période précise de ce contrat et de la déclarer à l'issue, enfin le mois suivant la fin du contrat de travail du salarié dans sa DSN. Alors comment déclarer dans l'exposition dans la DSN? Vous déclarez via votre logiciel de paye. Donc dans les délais suivants, vous pouvez déclarer du 5 au 15 janvier de l'année qui suit l'exposition des salariés. Et puis si les contrats s'achèvent en cours d'année civile, c'est ce que je vous disais, vous pouvez les déclarer du 5 au 15 du mois qui suit la fin du contrat du salarié. Le salarié, l'employeur peut se tromper lorsqu'il déclare un salarié au titre de la pénibilité. Donc il peut rectifier sa déclaration. Si cette rectification est en faveur du salarié, l'employeur dispose de 3 ans pour la déclarer dans sa DSN. En revanche, si la rectification est en défaveur du salarié, l'employeur peut procéder à la correction via la DSN au plus tard le 5 jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit l'année d'exposition concernée. Après cette date, les modifications envoyées ne seront pas prises en compte. On passe aux accords en faveur de la prévention. Les accords en faveur de la prévention sont découlent des dispositions du Code du travail sur le versant pénibilité. Donc il s'agit d'une obligation qui relève des dispositions L4162.1 du Code du travail. Alors pourquoi est-ce en lien avec le code, les dispositions pénibilité? Eh bien, parce que vous allez voir la définition, il s'agit d'entreprises ciblées d'au moins 50 salariés qui ont soit une proportion minimale de 25% de salariés déclarés au titre du C2P, ou soit lorsque leur indice de sinistralité au titre de leur ATMP est supérieur à 0,25. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'indice de sinistralité. Alors, comment le calcule-t-on? On calcule l'indice de sinistralité. Il s'agit du nombre total des ATMP, hors AT trajet, bien sûr, des 3 dernières années connues,
sur l'effectif de l'entreprise de la dernière année connue, qui est souvent N-2. Donc, par exemple, pour votre indice de sinistralité de 2021, on va prendre l'effectif de 2019 et le nombre d'ATMP de 2019, 2018, 2017. Alors, comment rédiger cet accord en faveur de la prévention? Il doit reposer sur un diagnostic préalable des expositions au risque, aux 10 facteurs de risque initiaux prévus dans le compte pénibilité. Et il doit prévoir des mesures de prévention et des modalités de suivi. Voilà. Cet accord doit être adressé à la DRETS dont vous dépendez. Et c'est la DRETS qui, ensuite, est en mesure de vous contrôler. Donc, les CARSAT ont un rôle d'information pour cet accord en faveur de la prévention, et c'est la DRETS qui contrôle. Elle peut contrôler et peut prononcer une pénalité de 1% des rémunérations aux gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés et concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord. En revanche, les entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 300 salariés et qui sont couvertes par un accord de branche étendu n'ont pas l'obligation de conclure un accord. Alors, on a vu, donc du coup, là, les obligations des employeurs. Une fois que les salariés ont été déclarés, ils acquièrent un certain nombre de droits. Ils vont acquérir des points. Donc l'employeur va évaluer ces salariés, il va considérer qu'ils sont exposés, il va les déclarer. Et donc, les salariés vont acquérir un certain nombre de points. Donc, le principe, c'est un trimestre d'exposition à un seul facteur donne droit à 1 point. Donc, pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre, il va pouvoir acquérir 4 points s'il est reconnu exposé à un seul facteur. S'il est exposé, il a une multi-exposition à au moins 2 facteurs, là il y a un doublement des points, donc 2 points pour un trimestre et 8 points pour l'ensemble de l'année. Il y a des mesures qui avaient été mises en place pour les personnes qui sont nées avant le 1er juillet 56, parce que c'était lorsque le dispositif est entré en vigueur, ils étaient proches d'un départ en retraite et pour qu'ils puissent en bénéficier, il y avait une mesure qui permettait de doubler les points et de ce fait, ils ont pu bénéficier un petit peu de l'utilisation de ces points. Le compte va être abondé chaque année jusqu'à 100 points, plafonné à 100 points et non renouvelable. Donc c'est-à-dire que le salarié, quand il va commencer à piocher en fait dans son compte, à utiliser ses points, il ne va pas renouveler derrière des points. Une fois qu'il a atteint le plafond et qu'il commence à les utiliser, c'est non renouvelable. Donc, donc on l'a dit en début, il y a 3 modalités d'utilisation de points. Donc il y a soit la formation professionnelle, le temps partiel avec un maintien de la rémunération, ou alors la majoration de durée d'assurance qui permet d'anticiper son départ en retraite. Donc la formation professionnelle, donc le principe c'est qu'un point, donc là c'est utilisable point par point, un point donne droit à 375 € de formation professionnelle. Donc ça va venir abonder le compte personnel de formation. Le salarié va aller sur son CPF, va regarder les formations qui l'intéressent, va d'abord utiliser ce qu'il a de disponible sur son CPF, et puis si par exemple la formation est plus onéreuse, il va pouvoir venir transformer ses points C2P qui vont venir abonder le CPF et utiliser ces points de cette manière-là. Sachant que là aussi il y a des mesures spécifiques, c'est-à-dire que les 20 premiers points sont obligatoirement réservés à la formation professionnelle. Sauf donc, pour les personnes qui sont nées avant 1960, donc là eux ils n'ont pas cette obligation, donc ils peuvent utiliser leurs points comme ils le souhaitent dans les 2 autres modalités. Soit, et sinon pour les personnes qui sont nées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, là ils ont seulement 10 points réservés à la formation professionnelle. Par contre, les salariés nés à partir du 1er janvier 1963 ont 20 points réservés à la formation professionnelle. Donc s'ils veulent utiliser d'une autre manière, il faut attendre de cumuler un peu plus de points, au moins 30 points.
Donc voilà, donc voilà, un point égale 375 €, ce qui peut être vraiment intéressant pour les salariés. Ça permet aussi de se former à notre métier. C'est le but, hein, c'est le principe de se former à notre métier pour pouvoir s'extraire à un moment donné de la pénibilité. Et quand on voit que 20 points sont réservés à la formation professionnelle, multiplié par 375 €, c'est quand même voilà, un montant qui est non négligeable et qui peut être intéressant en complément du CPF pour accéder à une formation professionnelle. La deuxième modalité d'utilisation de points, c'est le temps partiel avec maintien de la rémunération. Donc là, il faut avoir au moins 30 points puisque les points sont utilisables par groupe de 10. Et en gros, le principe, c'est que 10 points donnent droit... Alors, il y a une formule de calcul qui permet de calculer en fonction du nombre de points mobilisés, en fonction du coefficient de réduction du temps de travail que le salarié veut faire, qui permet le nombre de jours qui vont être financés par le compte professionnel de prévention. Et donc là, par exemple, c'est un trimestre de travail à mi-temps sans perte de salaire. Donc 10 points donnent droit à un trimestre à 50% de réduction du temps de travail sans perte de salaire. Donc voilà. Donc après, évidemment, c'est un accord avec l'employeur. Le salarié doit demander à son employeur. Et donc, l'employeur n'a pas l'obligation d'accepter, hein, c'est le code du travail. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une modalité qui est de plus en plus utilisée, qui est intéressante, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser la majoration de durée d'assurance. Donc la majoration de durée d'assurance, on l'utilise également par groupe de 10 et 10 points permet d'anticiper d'un trimestre son départ à la retraite, ou en tout cas donne droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance. Donc là, c'est utilisable par groupe de 10. Pour autant, on ne peut pas partir avant 60 ans, enfin en tout cas avant 2 ans de l'âge légal. Donc là, actuellement, c'est 62 ans, donc on ne peut pas anticiper son départ avant 60 ans. Donc elle vient en complément du dispositif carrière longue. Donc c'est-à-dire qu'un salarié qui pourrait partir en carrière longue, mais par exemple à 61 ans en carrière longue, eh bien, il va pouvoir compléter, s'il a des points, s'il a, mettons, 20 points qu'il peut utiliser dans ce cadre-là, eh bien, il va pouvoir anticiper à nouveau de 2 trimestres et partir à 60 ans et demi. Donc ça permet, alors il ne pourra pas faire avant 60 ans, mais en tout cas, il peut partir à 60 ans et demi. Et puis, je disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'utiliser le temps partiel parce qu'une personne qui a des points, qui ne peut pas les utiliser en majoration de durée d'assurance parce que il va partir en carrière longue à 60 ans, donc du coup, ça veut dire que sa carrière est complète, il a atteint le nombre de trimestres qu'il fallait, il ne va pas pouvoir anticiper avant 60 ans, donc il ne peut pas utiliser en majoration de durée d'assurance. Par contre, il peut utiliser et faire un petit peu une retraite progressive, on va dire, et partir en temps partiel, par exemple les 3, les 6, suivant le nombre de points qu'il a, les 6 derniers mois. Et puis voilà, s'organiser comme ça avec son employeur, ça peut être intéressant en fin de carrière, voilà, d'extraire les salariés de la pénibilité, de permettre aux salariés de partir de cette manière-là. Je vais vous parler à présent de la contestation du salarié. Donc imaginez, vous vous apercevez que vous êtes exposé à un facteur de risque et vous voulez contester auprès de votre employeur parce que vous vous apercevez que vous n'avez pas reçu de relevé de points ou votre relevé de points est incomplet. Donc la première démarche à faire, c'est de vous rapprocher de votre employeur. Votre employeur a 2 mois pour vous répondre. Au bout de 2 mois sans réponse, cela vous rejet implicite. Et donc vous êtes fondé à envoyer une réclamation auprès du centre de gestion mutualisé qui se situe à la CARSAT de Rennes, où des conseillers enquêteurs vont traiter votre réclamation. Donc voilà, en fonction du facteur contesté, la réclamation peut prendre entre 6 et 9 mois. Il peut y avoir un déplacement sur place pour observer, par exemple, quand il s'agit du travail répétitif, il peut s'agir d'une observation de poste, ou bien on peut également se contenter d'une enquête sur pièce en vous demandant et en demandant à l'employeur les différentes pièces telles que les plannings, les horaires,
et différents documents ou le DU. Voilà. Donc, ce sont deux typologies d'enquêtes que nous pouvons mener. Les rapports d'enquête sont ensuite présentés devant une commission qui s'appelle la CRC2P, où siègent de façon paritaire des administrateurs. Ces administrateurs rendent un avis et la direction de la CARSAT notifie une décision. Cette décision est bien entendu, vous pouvez utiliser les voies de recours et les deux parties peuvent utiliser les voies de recours devant le tribunal judiciaire. Et donc l'offre de service, vous avez un site internet qui reprend tout ce qu'on vient de dire, c'est le Code professionnel de prévention. Vous y trouvez trois accès, l'accès salarié, employeur et partenaire. Vous pouvez créer votre espace et vous aurez le reflet en tant que salarié donc, de votre compte pénibilité. En tant que salarié, en tant qu'employeur, vous avez le reflet également des déclarations que vous avez faites. Vous avez à disposition également le 3682, qui est la plateforme téléphonique qui permet de tracer tous vos appels. Et donc l'espace personnel du salarié que l'on voit en bas à gauche, c'est le reflet de ce que vous voyez lorsque votre employeur vous a déclaré à ce compte professionnel de prévention. Donc voilà. Voici un exemplaire du relevé de points qu'un salarié reçoit lorsqu'il a été déclaré par son employeur. Lorsqu'il est déclaré pour la première fois, le salarié reçoit un relevé papier. Ensuite, à lui de s'inscrire sur le site internet et les années suivantes, lorsque le salarié est déclaré exposé, il doit consulter le site internet. Donc voilà, sur le relevé figure donc le nombre de points, la période d'exposition, qui est la période du contrat de travail, et enfin le ou les facteurs concernés.